pour moi, le bien-être du cheval tel qu'il est envisagé dans la relation avec l'être humain, on ne parle pas du bien-être du cheval sauvage, c'est d'abord de respecter sa véritable nature. Un animal, un être vivant, quel qu'il soit d'ailleurs, a des besoins et le respect de ces besoins fait partie d'ailleurs de la législation. Donc il y a bien sûr les besoins physiques, les besoins de repos, les besoins de respect des contraintes alimentaires, etc. Il y a les besoins sociaux. Le cheval est une espèce grégaire, c'est extrêmement important pour lui qu'il puisse avoir des contacts avec ses congénères et même avec d'autres espèces. Et puis ensuite, il y a ce besoin de l'être, de l'âme, de la reconnaissance qu'il est un être vivant et qu'il est un être sensible. Donc on a tout un panel de besoins que nous n'arrivons pas toujours à bien identifier ou à respecter strictement. Eh bien, ça veut dire qu'un cheval qui est isolé va souffrir dans une de ces couches profondes de cognition, et puis il peut souffrir aussi, enfin on peut découvrir sa souffrance dans ses comportements. Il va être plus craintif, il va devenir peut-être un petit peu asocial, même s'il n'a pas pu être socialisé dans la période où physiologiquement ça serait nécessaire. Ça veut dire aussi que tout sevrage trop précoce va être un traumatisme important, même si le cheval ne le montre pas ensuite. Et dans le quotidien, mais ça veut dire qu'il faudrait toujours qu'un cheval puisse être avec des congénères. Avoir des contacts au moins visuels, mais bon, si possible aussi physiquement. C'est très important qu'il puisse y avoir le grooming, qu'il puisse y avoir les interactions sociales qu'un cheval a dans la nature. On est très loin de ces besoins naturels dans le cadre d'un cheval qui passe 23 heures par jour en boxe, ça c'est évident. Maintenant, si on compare à ce que vivent les chevaux dans la nature ou les équidés qui sont encore libres sur la terre, c'est sûr que c'est difficile de leur donner ces grands espaces infinis, sans limite, dans lesquels ils peuvent avancer en broutant une quinzaine d'heures par jour. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile, et toutes les personnes qui ont des chevaux eh bien, sont confrontées à cette limite de l'espace qu'on peut donner à un cheval donné. Et alors le besoin de l'être, à partir du moment où le cheval est dans une interaction avec l'être humain qui est obligé, puisque ce sont des chevaux domestiques, donc ils sont par définition sous notre coupe et donc dans une relation sociale importante avec les êtres humains, eh bien, le besoin, à mon avis, c'est le besoin de reconnaissance de ce qu'est le cheval. C'est-à-dire que c'est un être qui peut être curieux, qui a une intelligence propre avec des fonctionnements, une capacité d'initiative, avec des fonctionnements qui peuvent être extrêmement sophistiqués dans leurs relations sociales, et que c'est important d'en tenir compte. Alors ça, c'est vraiment pour rester dans les besoins dans l'aspect les plus basiques des besoins, mais il y a aussi, bien sûr, quand on va plus loin, la reconnaissance non pas de l'être sensible qu'est le cheval, puisque ça c'est inscrit dans la loi maintenant, enfin dans certains pays, mais la reconnaissance du fait que le cheval est aussi potentiellement un initiateur pour nous, qu'il a des connaissances, qu'il a accès à des connaissances que nous n'avons pas en tant qu'être humain, qu'il peut aussi avoir de la bienveillance pour l'être humain, et donc il peut devenir un collaborateur, et que nous pouvons faire évoluer une relation qui au départ a été historiquement utilitaire vers une relation de coévolution. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, le potentiel de la relation humain-cheval du XXIe siècle. Concevoir cette coévolution, c'est vraiment notre challenge. Personne, je pense, n'a encore la réponse, même pas les chevaux, puisque c'est un processus en construction. Ça fait partie, je crois, du fait de se rencontrer en tant qu'espèces différentes dans le même biotope sur la Terre. Nous avons à faire des choses ensemble, enfin il nous est proposé de faire des choses ensemble, peut-être que ce n'est pas une obligation, mais en tout cas nous avons cette possibilité, et donc qu'est-ce qu'on va en faire? Et là c'est vraiment de la co-création, mais avant évidemment d'arriver à cette co-création, on sait bien, dans la pyramide des besoins de Maslow, il faut d'abord construire le rez-de-chaussée, les besoins physiques, physiologiques,
ensuite les besoins sociaux, et ensuite on entre dans ce nouveau besoin. Alors la pyramide de Maslow a 7 étages, ici on en parle de 3 étages, c'est simplifié, mais le principe de la pyramide reste valable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ou s'occuper, c'est pas logique de s'occuper des besoins identitaires avant de s'occuper des besoins sociaux. Un cheval ne peut pas savoir qu'il est un cheval s'il n'y a pas d'autres chevaux avec lui. Et il ne peut pas s'intéresser aux autres si déjà il a faim ou s'il est en mauvaise santé. Donc c'est un enchaînement et il faudrait déjà qu'on arrive à régler les problèmes de base ou à mettre au point les besoins de base, de la manière d'y répondre de façon satisfaisante avant de s'occuper de ça. Mais c'est sûr que je n'ai pas la réponse et je ne connais personne qui l'ait. Je crois que c'est simplement une vision. Même les mythes dans les grandes traditions vont nous parler d'un potentiel mais ne donnent pas la réponse. C'est à nous de la créer et c'est ça qui est fascinant dans la vie sur Terre. Alors, les chevaux ne revendiquent pas leurs besoins particulièrement au cours des communications intuitives. C'est rare des chevaux qui revendiquent. De même que chez les êtres humains, quand il nous manque la satisfaction d'un besoin, eh bien, on le vit plutôt, comme le décrit la communication non violente, dans une souffrance, dans des émotions négatives, mais qui ne se dit pas en tant que tel « j'ai besoin d'eux ». Il peut arriver qu'un cheval nous dise « j'ai soif, mon eau n'est pas propre » ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, les besoins. Un cheval qui a toujours vécu en boxe, il peut aspirer à aller au pré, mais quand il va se retrouver au pré, peut-être qu'il va être tout simplement ébloui par la lumière ou désorienté, parce qu'il va falloir une adaptation pour qu'il retrouve le bien-être qui correspond à la satisfaction du besoin. Donc ils ne vont pas forcément exprimer les besoins, mais c'est à nous d'identifier les manques en fait. Les animaux avec lesquels je m'entretiens dans le cadre d'une communication intuitive ont souvent des stress qui sont liés à la relation avec leur propriétaire ou leur entourage humain. Ce sont des stress auxquels nous ne sommes pas toujours attentifs, par exemple le bruit dans les écuries, le bruit métallique, les bruits très forts qui existent, le fait de ne pas avoir de vue. Pour certains chevaux, c'est particulièrement anxiogène d'être enfermés dans un box dont ils ne peuvent pas s'échapper sans pouvoir surveiller ce qui se passe aux alentours. Et puis ensuite, eh bien, il y a tous les inconforts directs, enfin liés à l'interaction directe. Par exemple, on me tire trop sur la bouche ou en dessous la selle, ou bien mon cavalier ne prend pas le temps de me laisser explorer une situation nouvelle que je ne connais pas. Voilà, donc il y a ces choses-là. Et puis aussi, il y a des manques relationnels. Certains chevaux s'attachent énormément à leur cavalier, propriétaire, etc. Et trouvent qu'ils ne les rencontrent pas assez souvent. Donc c'est compliqué pour un cheval de gérer cette relation à l'être humain qui est finalement très inconstante. À mon avis, le plus grand cadeau qu'on peut offrir à un cheval, c'est dans la relation qu'on a avec lui, donc à un cheval qu'on connaît, avec lequel on vit, eh bien, c'est de reconnaître au sens de acknowledge, donc c'est-à-dire de donner de la valeur, d'entrer dans cette connaissance, add knowledge, du fait que le cheval est un partenaire, un allié, un autre être vivant avec lequel nous créons un lien. Alors, c'est pas, je ne suis pas en train de parler d'être amoureux de son cheval ou d'avoir un énorme lien affectif, comme certaines personnes vont me dire c'est mon bébé, etc. Je ne souhaite pas promouvoir particulièrement cet aspect-là, mais vraiment reconnaître l'importance du lien avec un être qui a aussi une complexité, une sensibilité, un potentiel et qui peut nous apporter énormément. Donc peut-être pour une personne qui est proche de son cheval, se dire, ben oui, il existe dans ma vie, il a une place vraiment à part entière et j'ai le droit d'avoir de l'affect par rapport à lui. J'ai le droit aussi de me dire, en tant qu'être humain, je ne sais pas tout, et je vais m'autoriser à apprendre de mon cheval. Et donc ça sous-entend ou ça implique de l'écouter, de l'observer, d'être
d'être attentif à ses réactions, de vraiment entrer dans un lien, dans une relation, relier, hein, c'est refaire le lien. Alors, ce qu'on peut proposer à quelqu'un qui aspire à avoir une meilleure relation avec son cheval, même si c'est dans un but de compétition, enfin même s'il y a une utilité derrière, ça sera tout simplement de donner de la valeur à ce lien. Alors bien sûr, il y a la relation de travail, mais cette relation de travail doit être consentie et doit être intéressante pour le partenaire. Sinon, on entre dans la contrainte et tout le monde sait bien que quand on est sous la contrainte, on ne donne pas son meilleur. Il suffit d'imaginer une situation de travail au bureau, etc. Pour que l'autre ait envie de ce partenariat, eh bien, c'est important qu'il y ait cette notion de gratuité. Je suis content d'être avec toi, je te donne du temps pour rien, pour être avec toi. Pourquoi pas, au lieu d'aller à la plage se faire bronzer, pourquoi pas aller se faire bronzer dans son champ avec son cheval. Voilà, cette notion de plaisir d'être ensemble. Et je crois que ça, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Ça donne l'occasion de vivre cette convivialité qui est tellement importante pour le cheval et qui est aussi importante pour nous. Donc ça nous nourrit, nous sommes aussi en tant qu'être humain une espèce grégaire, ça nous nourrit autant que ça nourrit le cheval, ça nourrit la relation et ça permet ensuite d'obtenir des performances plus importantes parce qu'il y a envie des deux côtés. Donc on fait augmenter le plaisir en fait. Et ça c'est simple, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste. Ça donne aussi confiance en soi. Ça donne confiance en son partenaire parce qu'on le connaît bien, on connaît ses petites manies, on connaît son caractère, ses préférences, où est-ce qu'il aime être gratté, qu'est-ce qu'il ne supporte pas, etc. Et donc du coup, tout se passe mieux, ça devient fluide. Dans la relation avec le cheval, si on prend le point de vue du cheval, il y a une phase d'apprivoisement. D'abord, il faut que le cheval ait le temps d'étudier l'être humain qui l'environne. Il faut lui laisser la possibilité de décider librement si c'est OK pour lui d'interagir ou pas, et ça c'est extrêmement important. S'il n'y a pas cette phase, on peut dire qu'il y a violence. L'être humain ne devrait pas s'imposer auprès du cheval, l'être humain devrait être un commensal, laisser le cheval décider s'il veut être un partenaire. Une fois que le cheval l'a décidé, la relation part sur de bonnes bases. Donc cette première phase d'apprivoisement est extrêmement importante. Et puis on parle souvent d'imprégnation. Moi je préfère le terme d'apprivoisement qui induit la notion de respect et de ne pas s'imposer, de ne pas être le prédateur que traditionnellement on nous annonce que l'être humain représente pour le cheval. Je pense que ça n'est pas nécessaire d'être un prédateur et qu'il est tout à fait possible, avec un tout petit peu d'attention à cette étape clé, de vivre plutôt la relation de partenariat si on s'applique au moment de l'apprivoisement. Et à ce moment-là, quand un partenariat devient possible, et il peut redevenir possible même s'il n'a pas existé au début, je voudrais insister là-dessus, eh bien, le cheval nous voit comme un commensal, c'est-à-dire que nous devenons un membre à part entière du troupeau, et c'est ce que font les chuchoteurs quand ils donnent des signaux gestuels comparables, entre guillemets, aux manifestations comportementales d'un cheval. Eh bien, le cheval comprend très bien parce que nous sommes comme un drôle de cheval physiquement, mais nous donnons des signaux qui sont tout à fait compréhensibles et acceptables pour lui parce qu'ils viennent d'un commensal. Et cette étape-là, elle est souvent un petit peu escamotée, un petit peu sous-entendue. Quand elle a été vécue par un cheval, il faut bien sûr la recommencer avec chaque être vivant, être humain qu'il va recôtoyer. Ça prend quelques secondes et vraiment ça économise ensuite beaucoup de transpiration, donc ça vaut la peine. Cette étape-là, quand elle a été mise en place, eh bien, le cheval va vivre avec nous la multiplicité des échanges dont il est capable socialement. Et là, on a toutes sortes d'initiatives qu'il est capable de prendre. On a tout le panel des interactions dont il est capable et dont nous sommes capables. Nous sommes quand même très voisins biologiquement. Ce que je voudrais dire peut-être pour conclure cet échange, et je vous remercie beaucoup Gwenan de ce moment autour de la passion du cheval et de l'envie de le respecter et d'agir bien avec lui.
ce que je voudrais dire, c'est vraiment que chaque personne, chaque propriétaire qui s'intéresse à son cheval, même si c'est d'abord pour un but économique, a accès à ces possibilités-là, à ces possibilités relationnelles, à ce changement de vision, que ce changement de vision n'est pas quelque chose d'utopique. Il y a des personnes qui le pratiquent tout autour de nous sur la Terre, les peuples premiers pour commencer, sinon ils n'auraient pas la possibilité de vivre comme ils le font avec leurs chevaux libres, en interaction constante avec des chevaux qui ne sont pas contraints. Mais ça existe aussi dans nos sociétés occidentales, c'est à la portée de tout le monde. Il faut simplement changer de regard, accepter de remettre en question les préjugés, tout ce qu'on a appris par une source ou l'autre, parce que ça se fait comme ça. On n'est pas obligé de continuer comme ça s'est toujours fait depuis l'époque où le cheval était un instrument de guerre. Et donc maintenant, c'est le moment de changer ça, et ça va beaucoup nous apporter, autant que ça peut apporter aux chevaux. Donc il y a tout à gagner de part et d'autre. Voilà, et je vous encourage tous à remettre en question ce que vous avez rencontré dans vos apprentissages pour essayer ce changement de regard, vous faire plaisir.